Je disais, je suis entouré de mes ancêtres dans la musique. Voilà. Si j'avais eu la chance, peut-être de tomber à leur époque, peut-être que je serais un professionnel. Malheureusement, je suis mal tombé. Je suis arrivé ici déjà, la musique était... Bon, ça commençait déjà à partir dans tous les sens. Heureusement, moi j'ai fait de la variété avec des grands frères comme Mounir Abdallah, comme Robert Laoud, Cheikh Tidiane Tall. Bon, ñooñu am naa ci tuuti lu ma ci fort daal. Heureusement, il y avait même un bantiste, trompettiste qui est décédé maintenant, Harry Forson. Il y avait un boy étudiant en pharmacie camerounais qui jouait déjà du saxo bien. Donc, j'étais encadré par ces gens-là. C'est peut-être comme ça que j'ai pu mettre le pied à l'étrier et me débrouiller petit à petit à apprendre tout seul la musique. Mais je vais laisser donc grand Lamine Gueye et grand Serge parler peut-être parce que un petit gamin comme moi qui parle devant des monuments, pas des reliques, mais des... Non, mais moi j'aimerais bien rebondir sur ce que Christian a dit, parce que toutes les personnes qu'il a nommées, les Robert Laoud, les Mounir Abdallah, les Cheikh Tidiane Tall, bon, Cheikh Tidiane Tall qui était un très bon guitariste, Mounir Abdallah, très bon bassiste avec qui j'ai joué, enfin c'est des gens de référence aussi, et à l'époque où il les a rencontrés, bon, c'était bien après nous, mais nous déjà on était ensemble et tout ça. C'était vraiment une très bonne école. Moi, quand j'ai connu Christian, la première fois que je l'ai vu, d'abord je ne savais pas qu'il était sénégalais, je pensais que c'était un Américain ou un Antillais. Il répétait du zouk avec chez Mounir, en bas de chez Mounir. Dans le garage ou je ne sais pas quoi. Exactement. C'est la première fois que je l'ai rencontré. À côté de ça. Et puis, saxophoniste, là, j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est qui ce saxophoniste? Parce que moi, dès que j'entends du saxo, franchement, ça me trouble, quoi, parce que j'adore le saxophone. Et puis après, moi je suis resté à la répétition, parce que je crois que je ne sais plus pourquoi j'étais là-bas, parce qu'à l'époque, je travaillais avec Mounir et Cheikh Tidiane Tall. Et j'ai écouté leur répétition, j'ai dit, mais vraiment c'est bien. Et puis on m'a dit, bon ça va être... Et je pense que la batterie c'était Patrick Diop. Voilà. Oui, Patrick Diop. Donc très bonne mémoire. Patrick Diop. Et plusieurs fois j'ai rencontré Christian et chaque fois je lui disais, mais avance, vas-y, n'aie pas peur de te... Parce que Christian n'avait pas beaucoup de sûreté dans son jeu, il disait, non mais tu sais, je suis en train d'apprendre et tout ce que tu veux. Je disais, n'hésite jamais. Parce que nous c'est comme ça que nous avons toujours fait, tu vois. C'est-à-dire que n'aie pas peur, tu joues d'un instrument qui n'est pas simple, qui est quand même compliqué, mais tu joues aussi un style de musique, tu joues plusieurs styles de musique, mais tu veux rentrer dans le jazz c'est quelque chose d'assez compliqué, mais il ne faut pas hésiter de le faire. On fait beaucoup de mauvaises choses et tout ça, mais on peut y arriver. Il a parlé de Harry Forson, qui était un excellent trompettiste ghanéen, très bon ami à moi personnellement, lui qui est décédé. Moi qui m'a aussi beaucoup appris, qui a beaucoup amené aussi à l'orchestre. Donc toute cette famille-là de musiciens ont fait qu'on a eu quand même toute cette culture un peu plus jazzistique. Alors je continue maintenant avec mon ami Lamine Gueye. Yeah. Lamine Gueye, c'est pas d'aujourd'hui, alors ça remonte vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Pas la première. Avant. Après. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. La guerre était déjà terminée, hein, je crois. Bon. Et... À vérifier. Bon, ben d'accord, mais attends, je vais te donner les raisons pourquoi. Lamine Gueye, il a toujours fait partie de mon domaine musical quand j'ai commencé, pas simplement, je parle de moi, mais avec tout le monde. Il a toujours été autour, parce que c'est quelqu'un aussi, on était tous en ville ensemble à Dakar, maison familiale à la rue Raffenel, avec son père, sa famille et tout ça, que quand même aussi moi j'ai rencontré, que je connais, et nous on était à la rue Kléber.
pratiquement tous les jours, on se voyait avec Lamine. Il venait à la maison, on parlait de musique. Lamine, il chante, hein. Il va nous chanter un blues tout à l'heure. Non, non, non. Vous allez voir. Et c'est moi qui vais l'accompagner. Moussoul boy, Il chantait. Moussoul guitare, Moussoul saxo. D'accord, d'accord. Waaw, avec En tout cas, les peintres, xanaa ay affaire chef d'orchestre yooyu. c'est pas grave. Waaw, mais sinon ay guitare ak boy musuma ko dégg mu boy. D'accord. Mais nag xam na affaire yi dox. Ak naka lay doxee. Lamine, c'est un chanteur de blues. Oui, Excusez-moi, il est là, j'ai enregistrement encore à la maison depuis plus de 40 ans. Il est là. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai retrouvé les enregistrements. C'est un amateur, il écoute, il connaît le blues, mais il ne chante pas. Bon. Et toujours, Lamine donc, a toujours été avec nous, nous a toujours suivis quand on jouait au Club des Antilles, quand on jouait dans tel groupe, quand on jouait avec Blin, Orchestre Blin, c'est un grand orchestre, avec Antonelli, partout, Lamine était toujours avec nous. Pourquoi? Parce qu'on était une famille quand on était au niveau de du plateau. Hein? Il faisait quoi quand il était avec vous? Il chantait? Il était porteur. Non, il devait Il était porteur. Il portait le matériel, mais on n'en avait pas. Pendant que vous étiez en train de jouer là. Non, Lamine s'occupait de tout, était là avec nous. Mais on avait. C'était un manager quoi, c'était un manager. Non, mais c'est vrai qu'il était manager. On avait de très bonnes discussions, pas simplement musicales, pratiquement tous les jours, mais sur la vie, sur les choses, sur le truc. Et c'est ça qui était intéressant. Bien sûr, monsieur. Tous les jours, pratiquement. Mais c'est pas un chanteur ni un instrumentiste. Il était au-dessus. Il était au-dessus de... Il n'était pas là. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Ouais, je suis sûr que c'est comme ça. Alors, Lamine, tu mettais les gens ensemble, tu fais le... Non, c'est vrai qu'avec Lamine, on avait un excellent rapport, mais lui, avec les musiciens, avec tout le monde et tout, mais on était tous ensemble. Patrick Ripper, Emery Père, tous des amis d'enfance. Enfin, les Cabral, Michel Cabral, René Cabral, Boy Mendes, tout le monde. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas méchant. Au contraire, les jazz, dans le milieu de la musique, tu as des musiciens, tu en as qui aiment la musique, qui aiment les musiciens, qui peuvent fédérer les instrumentistes. Il ne faut pas rater d'abord l'histoire, tu n'étais pas là. Mais je devine. Mais Lamine, il avait une grande qualité, c'est qu'il était toujours disponible et serviable. Il restait derrière, il écoutait, après il te critique, il te dit fais ci, fais ça. Non, lui, il n'intervenait pas au c'est le job du manager. Mais par exemple, dans le matériel, transporter le matériel, aller dans tel endroit, et toujours, Lamine était toujours disponible. C'est-à-dire que, mais tous les jours on discutait et on écoutait de la musique ensemble. Oui. Ça qui était important. Et c'est ça qui nous a beaucoup formés. Oui. Parce que moi j'étais en train de monter ma cassettothèque. Oui. Hein? Et on faisait des enregistrements à la maison, il venait y chanter avec Pierre Sec, malheureusement qui est aujourd'hui un peu handicapé, mais etc. Avec des guitares, on venait à la maison, il y avait toujours du bon à la maison, à la rue Kléber, là où j'habitais, dans ma famille, et Lamine était là, bon, il y avait d'autres personnes qui étaient là, d'autres musiciens, on se retrouvait, et vraiment c'était excellent parce que on parlait de Jimi Hendrix, on écoutait du Jimi Hendrix, on écoutait du Chick Corea, on n'avait pas de vidéo, la vidéo n'existait pas, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas de télévision, on n'avait rien. Mais ce que nous avions de plus important, c'était quoi? C'était les oreilles. Nos oreilles, et c'était la convivialité que nous avions entre nous. Et ça, c'était le plus important. Les échanges et le partage. Lamine, je te laisse la parole. Merci. La direction, il avait la direction. La tour de contrôle. Je vous parler. C'est la tour de contrôle de... Celui qui a la parole, tu ne vas pas la laisser parler. C'est toi qui donnes la parole. Non, mais maintenant je termine, tu non, parler. Il n'y a pas de maître de cérémonie. Bon, il n'y a pas de maître de cérémonie. Alors, lui, c'est la tour de contrôle. Voilà, oui, c'est la tour. Ouais, l'hésité. Bon, le matériel. Quand on est en groupe, c'est normal.
C'est normal, quand on est en groupe, Oui, mais il n'y a pas de. À l'époque, bon. mais on n'en avait pas beaucoup. Ouais, on se débrouille, on prend le matériel, on installe, on joue, après on rentre. On n'en avait pas beaucoup. Donc tout le monde met la main à la pâte, mais maintenant, voilà. Avant, c'était autrement. Les affiches. Ouais. En fait, mon début à la musique, c'est quand j'ai connu Patrick Ripert, qui était mon voisin, qui était au lycée Vent, et puis mon cousin m'a amené, il me dit, tiens, il joue de la guitare. Et j'avais une guitare à la maison. Tu n'étais pas né. Donc tu ne peux pas me voir jouer, c'est pas possible. Alors c'est comme ça qu'on a commencé avec Patrick. Et mon père ne voulait pas que je joue la guitare. C'est pour ça que tu ne vas jamais me jouer. Et puis, le soir, il s'est rendu compte qu'on jouait avec la guitare sèche. Mais quand ça devenait sérieux, on a commencé l'électrique. Électrique, ça veut dire que tu bouffes le courant de la maison. Alors le père voyait que le compteur, il tournait, il coupait le courant. Et alors ça commençait des histoires. Et puis le cousin nous a prêté une piole à côté, j'habitais Patrick en bas de la fenêtre, pour répéter. C'était une toute petite pièce, rien du tout, même la batterie occupait toute la pièce. Le reste était dehors. Bon. Alors c'est comme ça qu'on a commencé, moi, la musique en cachette. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu continuer la guitare parce que je n'osais plus toucher la guitare à la maison, c'était interdit. Mon père m'interdisait de jouer, tout le monde me disait, comme c'était la musique sénégalaise, n'était pas appréciée comme on l'apprécie maintenant. Parce qu'on s'est dit, t'es un gay, tu ne peux pas faire de la musique, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire le griot. Et je faisais au copain à mon père, je fais pas la musique sénégalaise. Je fais de la musique, mais pas musique sénégalaise. Alors, mais pour la famille, c'était quand même très difficile à accepter à l'époque. C'est comme ça que je me cachais, moi, pour aller faire de la musique. Et c'est comme ça que je suis devenu impresario, parce que je ne pouvais plus jouer à la forêt. Il fallait manager. C'est comme ça. Et puis, donc, j'ai connu Patrick, avec Patrick Aimé, qui était son grand frère, qui était bassiste. Et puis, on a connu Jeannot Turpin, qui était juste derrière notre maison, qui faisait la batterie, qui est devenu notre batteur. Et puis, on a passé de Tamandol, bon, ça. Alors qu'il y avait les teenagers qui étaient plutôt baillés vers en haut, vers le haut. Et comme c'était le plateau, donc le plateau, il y avait déjà 4 ou 5 groupes. Il y avait les Dreamers, les Teenagers, donc déjà avec le plateau, on pouvait une compétition. Dans le plateau, ce qui n'existe même plus. Mais une compétition qui était saine. Voilà. C'était Alex Correa. Voilà, il n'y avait pas de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité. La seule rivalité qu'on avait, c'était avec la Harlem 2. Quand on les a gagnés, qu'ils étaient fâchés, qu'ils voulaient se battre. C'était le seul truc. Mais entre nous, c'était toujours... on se fréquentait. On se fréquentait, on faisait les gens venaient à Nourrit. Mais dès qu'il y avait la musique, c'était une rivalité saine. Ils venaient aux répétitions. Chacun voulait montrer que ce qu'il avait travaillé. Il y avait Doucouré, Doudou Doucouré, il y avait... Tu as repris la parole. Alex Correa, Doudou Doucouré. Tu as repris la parole. Non, Non. Je renforce. Pour ne pas que je parle. Là, je renforce ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'on a eu les Jougas. Oui, Etienne Jouga. Les Jougas, tout ça. Et puis on a connu, maintenant après, il fallait faire du commercial, parce qu'il fallait gagner de l'argent, il fallait avoir de l'argent. C'est là qu'on s'est allié aux groupes professionnels qui faisaient la musique de danse, comme les Blin, les Antonelli. Mais Blin avait déjà son groupe complet, mais sa section jeune était trop âgée pour faire des musiques jeunes. Alors donc on s'est rapproché des Blin, C'est-à-dire que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'était Jeannot Turpin qui était chez Blin, batteur. Jeannot Turpin, c'est moi qui l'avais formé en tant que batteur. Parce que quand je l'ai connu, il n'était pas batteur. C'est moi qui lui ai donné des cours et tout ça, il est devenu batteur. Et après, il a rejoint plusieurs groupes. Et à un moment donné, parce qu'il avait la nationalité française, il a été dans l'armée. Donc il était obligé de rejoindre l'armée. Mais il a fait son armée au niveau du camp Leclerc, au niveau du Sénégal. Et c'est lui qui m'a présenté à Blin pour le remplacer comme batteur. Et c'est comme ça que j'ai joué pendant 1 an avec Blin, en 71-72.